Salut à tous, c'est Lunaris. Aujourd'hui, le test de la Honda CMX 1100 Rebelle de 2024. Allez, c'est parti. Les amis, on commence cette année 2024 par le test d'une machine qui est en vente depuis maintenant quand même quelques années chez Honda et que je rêve de tester depuis sa sortie car sa motorisation et son look m'intriguent. Il s'agit, vous l'aurez compris, de la Rebelle 1100 et en plus aujourd'hui il s'agit de la version avec la boîte à double embrayage DCT. Si vous suivez régulièrement mes tests, vous savez que je suis un fan de cette boîte, hein. La plupart des Honda équipés en DCT, je les ai adorés. Donc je suis ravi aujourd'hui de pouvoir tester cette Rebelle avec cette boîte. Et bien sûr, tout ça est possible grâce à l'un de mes abonnés qui n'a pas hésité à venir jusqu'ici malgré la météo et la température. Merci encore à lui. Donc si vous suivez régulièrement mes tests, vous aviez pu certainement voir il y a quelques temps le test de la Rebelle 500. Aujourd'hui, on a une moto qui reprend une esthétique quasi similaire, bien sûr en plus gros, mais franchement, si on mettait les deux machines côte à côte, elles sont quasi jumelles sur l'esthétique globale. Et malheureusement, si vous avez vu l'ancien test, vous savez qu'au niveau de l'esthétique, personnellement, je ne suis pas du tout fan. C'est un peu trop moderne à mon goût. On n'a pas du tout de côté rétro. En plus, la finition aujourd'hui, vous voyez que c'est beaucoup de pièces en noir. Il y a du noir brillant, du noir mat, et le reste, c'est du gris. Donc c'est un peu terne, ça manque de fantaisie sur le design. Après, bien sûr, hein, l'esthétique, c'est purement personnel. Je me doute qu'il y a à peu près autant de gens qui vont adorer que comme moi qui vont détester. Donc, oublions les aspects esthétiques, qui sont de toute façon assez peu importants. Parlons de la mécanique. Cette machine est motorisée par un bicylindre de 1084 cm3. Il s'agit en fait du moteur qui équipe la Africa Twin 1100, donc un bicylindre en ligne à injection et refroidissement liquide, et aussi boîte DCT. Sauf qu'aujourd'hui, la cartographie a été modifiée, et donc le moteur ne développe plus que 87 chevaux, là où la Africa Twin 1100 en développe 102. Il y a aussi un petit peu moins de couple sur ce moteur, mais par contre, il a été retravaillé, donc le couple arrive beaucoup plus tôt. Actuellement, le couple devrait arriver au maximum à 4700 tours, où il arrive à 5500 sur une Africa Twin. Le modèle que je vous présente, vous l'aurez compris, il est tout neuf, hein, modèle 2024, et la machine a très peu de kilomètres. Elle n'a quasiment pas d'accessoirisation. Les seules pièces que vous pouvez voir qui ne sont pas d'origine, ce sont les barres de protection de chez SW Motec. Et il y a aussi une petite grille afin d'embellir le radiateur de liquide de refroidissement. Sinon, la moto est d'origine. Concernant la prise en main, la première très bonne surprise, c'est la hauteur de selle. Celle-ci est à la même hauteur que sur la Rebelle 500. Donc pour quelqu'un de mon gabarit, moi je mesure 1m70, je peux très facilement m'arrêter et mettre les deux pieds totalement à plat. Ça, c'est vraiment sympa. Par contre, la position de conduite, je suis pas un très grand fan. On a une position de cruiser, de custom, hein. Donc forcément, on a les jambes un peu vers l'avant, même si on n'a pas non plus les jambes tendues vers l'avant, hein. Le guidon, vous voyez qu'il est relativement large, un petit peu recourbé vers moi, mais j'ai quand même la nécessité de me pencher un tout petit peu vers l'avant. Je n'ai pas le dos à la verticale. C'est une position de cruiser. Personnellement, je trouve pas ça extrêmement confortable. J'aurais préféré avoir des repose-pieds en position normale, comme sur un roadster. En plus, vous voyez que le réservoir est relativement fin, et finalement, les repose-pieds sont tellement écartés que j'ai du mal vraiment à serrer mes genoux contre le réservoir. C'est une position assez typé Harley Davidson en fait, hein. J'ai presque l'impression d'avoir la position d'un Sportster. En même temps, on est vraiment sur des machines qui se font concurrence.
Bon, néanmoins, la position permet, vous le voyez, de se retourner afin de vérifier ce qui se passe dans nos angles morts. Et on a bien sûr les rétros d'origine. Par contre, malheureusement, ceux-ci sont assez petits et j'ai au moins les 2/3 de chaque miroir qui sont juste en train de me refléter les bras. Donc si je veux voir ce qui se passe derrière, je suis obligé de bouger vraiment mon bras, ça c'est un peu pénible. Comme je vous l'ai déjà dit, la moto est d'origine, donc on a l'échappement d'origine. Vous voyez que celui-ci est assez massif sur le côté droit avec une finition noir mat. Et pour l'instant, la sonorité est très très étouffée. Même en roulant à 50 km/h, j'entends beaucoup plus le bruit du vent qui arrive sur moi que réellement le bruit de l'échappement. D'ailleurs, je vais essayer de réaccélérer un petit peu pour l'entendre. Ouais, c'est un petit peu rauque quand même. C'est pas trop mal quand on reste à bas régime. Alors, on sort de l'agglomération, on accélère un tout petit peu. Pour l'instant, je suis en mode normal. Et vous voyez que les vitesses passent quand même assez vite. Là, je suis à 70, je suis déjà en 4e, maintenant 5e. Donc le DCT fonctionne très bien. Là, maintenant, je suis en 6e. Et on reste donc le plus souvent entre 2000 et 3000 tours. Bon, vous en doutez, hein, au niveau de la protection, bah, il n'y en a pas. Là, je me prends quand même pas mal d'air directement sur le casque, sur les jambes, sur les bras. Il n'y a vraiment pas de protection sur ce genre de modèle. J'arrive maintenant sur un passage que vous connaissez, que je prends à chaque fois à très basse vitesse. Donc là, avec la boîte DCT, forcément, j'ai pas besoin de jouer de l'embrayage, ça se fait tout seul. Et la machine est relativement manœuvrable. Hein. On sent quand même qu'elle est un petit peu lourde à les donner pour 233 kg tout plein fait. C'est plus la position avec les jambes vers l'avant qui me pénalise un peu, je trouve, pour la manœuvrabilité, mais sinon ça se fait bien. La taille des pneus sur cette machine est inhabituelle. À l'avant, on a une roue en 18 pouces et c'est un 130. À l'arrière, c'est du 16 pouces en 180. Donc ces tailles ne vous permettront pas d'avoir une grosse variété de choix de pneus lorsque vous voudrez les remplacer. Bon les amis, me voilà ici pour tester l'accélération. Vous connaissez la procédure de mes tests. Donc aujourd'hui, on va bien sûr faire la même chose sur cette machine. Je rappelle donc qu'elle est donnée pour 87 chevaux, 233 kg. On a une boîte DCT et cette boîte est liée à de l'électronique. Donc on a différents modes. On a le mode standard que j'utilisais jusqu'à maintenant. On a ensuite le mode pluie. Aujourd'hui c'est un peu brillant, mais je n'utiliserai pas le mode pluie. Et on a le mode user qui lui est totalement paramétrable, ainsi que le mode sport. Donc comme d'habitude, moi je vais tester une première fois l'accélération en mode normal. Et ensuite dans l'autre sens j'essaierai le mode sport afin de voir s'il y a vraiment une grosse différence. À chaque fois les changements de mode, ça change la puissance, le traction control, le frein moteur et aussi la réactivité de la boîte de vitesse. Donc premier test en mode standard, c'est parti, let's go. Eh bien ça marche pas trop mal hein. La sonorité quand on monte dans les tours devient beaucoup plus sympa. Après je le redis, hein, c'est une motorisation d'Africa Twin, donc forcément on retrouve une sonorité assez similaire. Et c'est pas pour me déplaire. Maintenant on va faire un test de demi-tour. Donc vous voyez, hein, du haut de mon 1m70, j'ai les deux pieds parfaitement à plat. La selle est vraiment très basse. Je braque à fond. Alors les demi-tours avec une boîte DCT, c'est toujours un peu pénible pour moi parce que j'ai pas l'impression de maîtriser aussi bien que si j'avais l'embrayage. Néanmoins, en étant précautionneux, ça se passe. Donc là, est-ce que je vais taper dans un éventuel trottoir? Ah, je l'aurais frôlé. S'il y avait vraiment eu un trottoir ici, je pense que le pneu l'aurait presque touché. Maintenant, donc je change. Je passe du mode standard au mode sport. Donc puissance à fond, traction control au minimum, boîte de vitesse au maximum et frein moteur à la moitié.
On est reparti et ensuite bien sûr on va tester le freinage. Let's go. Wouhou. Eh bien les amis, c'est très surprenant. Vu le look de la moto, on s'attend pas du tout à avoir un comportement comme ça. En mode sport, ça marche très très bien. Maintenant, je freine de l'arrière, ça freine déjà vraiment pas mal. Et le frein avant, alors le frein avant, il complète, mais c'est surprenant parce que le frein arrière donne presque une meilleure sensation que le frein avant. D'ailleurs, sur cette machine, vous voyez qu'à l'avant, on a un frein monodisque. Peut-être qu'en mettant 2 disques, on aura eu un peu plus de mordant. Mais le frein arrière, par contre, lui, il est vraiment super efficace. Là, vous voyez que je freine uniquement de l'arrière. La sensibilité est bonne, c'est précis et c'est franchement efficace. Bon, je vais rester en mode sport parce que pour l'instant, c'est clairement ce mode qui m'a donné les meilleures sensations. Il faut juste que je reste méfiant car vous voyez, il y a un peu de terre, hein, un peu de boue, un peu partout. Alors concernant le levier de frein, celui-ci est réglable sur 6 positions et bien sûr il n'y a pas d'embrayage, donc comme ça on n'est pas embêté par les réglages. Allez, un petit rond-point. Ah, les réactions à bas régime en mode sport, elles sont quand même un peu brutales, hein. Il faut se méfier. Allez, je réaccélère fort. Ah, ça marche vraiment bien. Franchement, ce qui m'étonne le plus finalement, c'est qu'on n'a pas du tout un comportement vraiment de cruiser. On a plus l'impression d'être avec un moteur pour un roadster. C'est vraiment sympa. Mais ça se travaille pas comme un vrai cruiser sur les très bas régimes. Là, ça s'utilise plutôt à mi-régime, du moins avec ce mode sport. Sur cette machine, les commodos sont, on va dire, classiques pour du DCT. Sur la gauche, vous avez bien sûr tout ce qui gère l'éclairage, il y a les feux de détresse, il y a aussi les boutons pour naviguer dans les différents menus, et vous avez les gâchettes plus-moins afin de naviguer dans la boîte de vitesse, car on peut forcer le passage des rapports. Sur la droite, démarreur, coupe-circuit, le bouton pour la boîte de vitesse, passer de neutre à drive ou pour mettre le mode manuel, et en dessous de tout ça vous avez un régulateur de vitesse. J'oubliais, petite particularité de nouveau liée au DCT, sur la gauche vous avez une molette, enfin pas une molette, un levier pardon, qui sert de frein à main. Sur ce modèle, vous voyez que l'écran est rond pour se donner un look un petit peu à l'ancienne, mais ça reste un écran à cristaux liquides monochrome. D'ailleurs, c'est des cristaux liquides qui renvoient une lumière un petit peu ambrée. On a bien sûr en gros notre vitesse, le compte-tours, il y a le rapport engagé, une horloge, la température extérieure, vous avez les différents modes, la jauge de carburant, la conso moyenne instantanée, enfin c'est relativement complet, mais c'est vrai que maintenant on est habitué à avoir des écrans couleurs avec plein de menus, là c'est un peu moins haut de gamme. Bon, me revoilà en ville, je vais me remettre en mode normal. Donc logiquement ça fait que la boîte de vitesse passera les rapports un peu plus tôt et ça devrait aussi me permettre de moins consommer. Vous voyez que de nouveau hein, en mode normal ça passe les vitesses à peine plus de 2000 tours. La consommation moyenne, enfin instantanée pardon, est entre 4 et 5 litres quand je l'utilise ce mode. Donc là vous voyez je suis en côte à faible vitesse. Et on a toujours l'impression d'être à la limite du sous-régime lorsqu'on est en mode standard. Donc là je suis en train de sortir de l'agglomération, je suis déjà à 45, j'accélère fort, je suis toujours en mode normal. Alors ça m'a un peu surpris car ça a redescendu quasiment 2 rapports d'un coup et c'est reparti de manière un peu brutale. Je m'y attendais pas. Donc vous voyez que même en mode normal, hein, si vous accélérez fort, la boîte de vitesse fera tout pour vous faire repartir comme vous le souhaitez. Allez, un petit Dodan, 30 km/h. Alors actuellement c'est un peu ferme. À l'avant vous voyez qu'on a une fourche classique, noire,
Elle est réglable en précharge et à l'arrière on a un amortisseur de chaque côté, eux aussi réglables en précharge, et c'est réglé un peu ferme. Enfin, quand je dis réglé un peu ferme, actuellement on est sur les réglages usine, hein, le propriétaire n'a rien changé. Je vais prendre ce dos d'âne de nouveau à environ 35. Et ouais, c'est plutôt ferme, c'est pas pour me déplaire. Mais pour ceux qui chercheraient du confort, il faudra changer les réglages. Bon les amis, je viens de me remettre en mode sport. Je suis maintenant dans une succession de virages. J'accélère un peu. Je dois rester très méfiant car c'est extrêmement humide. Bon, j'accélère pas trop, j'arrive néanmoins assez vite au maximum autorisé. Le freinage est suffisant. La moto se manœuvre bien, hein. On n'est pas du tout avec une machine qui se mettrait à frotter instantanément. On a quand même un peu de marge. Et de nouveau en mode sport, en fait, on sent bien que ce moteur demande à être monté dans les tours pour donner le meilleur de lui-même. C'est vraiment surprenant. Et même la sonorité devient vraiment pas mal, hein, un petit côté sport, hein, quand on monte au-delà des 4-5 000 tours. Hein. Allez, ici on va réaccélérer. Ouais, franchement c'est très très sympa. Hein. En termes de bruit aussi, ça me fait un peu penser au Hornet 750. Ouais, franchement, les relances, les réaccélérations sont vraiment pas mal. C'est assez plaisant et surtout on se surprend à rouler de manière bien plus dynamique que ce que le look de la moto le suggère. Ah là là, ça brille tellement. J'espère que la caméra n'est pas trop pénalisée par le soleil et l'humidité sur la route. En fait, avec ce moteur, ce qui est surprenant, c'est vraiment qu'ils aient décidé de mettre ça dans une partie cycle type cruiser. Hein. Je pense que ça aurait été bien plus logique de mettre ça dans une partie cycle de roadster. Ce que finalement Honda a déjà fait. C'est juste que le modèle n'est pas distribué en Europe. Je me souviens plus exactement de son nom. C'est la CB quelque chose. J'essaierai de vous mettre une photo. Mais il y a une version roadster un petit peu carénée avec le même moteur. Et franchement, j'ai du mal à comprendre pourquoi ils ont privilégié la Rebelle 1100 sur le marché européen par rapport à l'autre. Ils auraient dû mettre les deux en fait. Nous arrivons maintenant sur l'autoroute, c'est toujours aussi brillant. Allez, je vais passer avant ce poids lourd. Donc aucune difficulté pour s'insérer, hein, c'est super facile. Je vais même dépasser cette voiture. Donc vous voyez qu'en mode sport, il maintient assez longtemps la 5e. Il passe pas la 6 tout de suite. Je vais essayer de forcer le passage de la 6, voilà. Donc, même si vous n'êtes pas en mode manuel, hein, vous pouvez changer les vitesses quand bon vous semble. Hein. Et je vais faire un dépassement. C'est parti. Franchement, ce moteur marche très très bien, très agréable. Même en 6e, il y a tout ce qu'il faut. Finalement, le fait qu'il ne fasse que 87 chevaux est un peu surprenant. On a l'impression d'en avoir un peu plus. Bon, après vous en doutez, par contre, la prise au vent, elle, est un peu problématique. Je pense pas que vous supporteriez de rouler sur des centaines de kilomètres avec cette machine. D'ailleurs, si vous voulez ce genre de moto pour rouler vraiment sur de très longs trajets, il faut savoir qu'il y a aussi la CMX 1100T, version Touring, qui elle est équipée d'un carénage et aussi de valises d'origine.
Concernant l'éclairage, sur ce modèle, de nouveau c'est très moderne, tout est à LED. Vous voyez qu'on a un phare rond néanmoins pour donner un petit look à l'ancienne, des clignotants eux aussi ronds. En restant à rouler cool en mode sport, les vitesses passent le plus souvent entre 3005 et 4000. Et finalement, je trouve ça plus agréable car la sonorité de l'échappement est un peu plus audible. Et enfin, personnellement, c'est le mode que je préfère. Pour moi, le mode standard est vraiment à réserver si vous voulez faire de l'éco-conduite. Après, il faudrait aussi utiliser les deux modes sur de beaucoup plus grands trajets pour voir s'il y a une différence notable au niveau de la consommation. Allez, encore un petit freinage. Le frein moteur est vraiment efficace pour vous ralentir sur cette moto. Et de nouveau, j'utilise finalement assez peu le frein avant. J'utilise beaucoup plus le frein arrière. Allez, une dernière accélération, c'est parti. Ouais, ça marche vraiment pas mal, hein. Ça marche nettement mieux que ce que je pouvais croire. Donc au niveau dynamique, hein, vous l'aurez compris, pour moi c'est pas vraiment un cruiser. C'est une machine qui a un look, une position qui suggère ce genre de moto, mais le moteur est vraiment, vraiment beaucoup plus sport. Après, vous l'avez vu également, hein, il vous suffit de vous remettre en mode normal, ce que je vais faire dès maintenant, pour retrouver un comportement beaucoup plus cool. Mais est-ce que c'est vraiment un comportement de cruiser? Je ne pourrais pas dire. Donc finalement quand même une bonne surprise cette machine, hein. Je ne m'attendais pas à autant apprécier cette moto. Concernant les aspects pratiques, par contre, vous allez voir que c'est pas dingue du tout. On a la possibilité de démonter la selle conducteur et en dessous il y a un petit rangement, il y a une trousse d'outils qui est fournie avec la moto, donc ça c'est pas trop mal. Par contre la selle passager, vous voyez qu'elle est là vraiment, on va dire, pour l'homologation, hein, parce que celle-ci est ridiculement petite. Elle n'a pas, comment dire, vocation à être utilisée très fréquemment. Il n'y a pas de support non plus pour que le passager puisse se tenir, et les repose-pieds passagers sont très hauts, donc quelqu'un derrière sera pas franchement bien loti. Concernant la consommation, Honda annonce 5 litres 3 au 100, et là vous voyez que la consommation moyenne est indiquée à peu près 6 litres, donc ça paraît à peu près normal pour une machine avec une boîte DCT et avec une cylindrée de ce genre. Le réservoir, lui, a une contenance de un peu plus de 13 litres. Donc pour conclure, est-ce que cette Rebelle 1100 est une bonne moto? Le terme bonne n'est pas forcément adapté. C'est une machine qui trouvera très certainement un public, mais je ne pense pas qu'elle sera plébiscitée par une majorité de motards. Si vous aimez son look, déjà, je vous invite bien sûr à l'essayer, mais vous verrez comme moi que finalement le comportement routier n'est pas en adéquation avec le look. Donc ça peut vous ravir, tout comme ça peut vous déplaire si par exemple vous êtes un grand fan des Harley-Davidson. Donc prenez bien le temps de l'essayer. La boîte DCT pour moi c'est toujours un énorme plus. J'adore cette boîte, c'est une tranquillité de l'esprit, ça fonctionne super bien, c'est fluide, moi j'adore. D'ailleurs il semblerait que sur la version 2024, il ne soit plus disponible en France que la version DCT. Si vous voulez les versions à boîte mécanique, il faudra voir sur les modèles 2023 qui sont encore en stock, ou alors sur le marché de l'occasion, vu que maintenant elle est en vente depuis environ 4 ans. Actuellement ce modèle coûte 12 000 € en version DCT,
Et je pourrais pas vous dire si c'est cher ou pas, vu qu'il n'y a quasiment pas de concurrence en fait. Cette machine, avec sa boîte automatisée, n'a pas de concurrence. C'est vraiment ça qui la distingue des autres. Je vous ai parlé brièvement qu'il y avait aussi une version Touring. Sachez que celle-ci est également disponible, bien sûr, avec la boîte DCT. Elle est disponible en noir, alors que celle-ci est uniquement en gris. Et elle coûte 1000 € de plus. Après, niveau fiabilité, je pense que bien sûr, il n'y aura aucun problème, vu que les boîtes DCT sont réputées très fiables. Les moteurs de chez Honda sont également réputés extrêmement fiables. Et de plus, cette moto est garantie par Honda en France pendant 5 ans. Enfin voilà les amis, je pense maintenant avoir vraiment fait le tour de l'ensemble des caractéristiques de ce modèle. Si vous avez des questions, l'espace commentaire est là pour ça. Si vous possédez cette machine, que ce soit en version boîte mécanique ou DCT, n'hésitez pas à nous donner votre retour d'expérience et aussi à nous dire quels accessoires vous avez pu installer dessus, car elle est quand même sur le site de Honda dans la catégorie custom. Je tiens encore à remercier le propriétaire de cette moto de s'être déplacé jusqu'ici afin que je puisse vous en proposer le test. Je tiens d'ailleurs à repréciser que l'ensemble des tournages sont faits en collaboration avec mes abonnés. Donc si comme lui, vous disposez d'un véhicule que vous aimeriez me voir tester en vidéo, eh bien je vous invite à prendre contact avec moi. Tous les moyens de le faire sont dans la description. Et sachez que mon lieu de tournage se situe en Normandie, pas très loin de Rouen. Comme d'habitude, si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un petit pouce vers le haut, de la partager sur les différents réseaux sociaux. Je vous invite également à vous abonner, vous l'aurez très certainement compris, je teste des nouvelles machines très régulièrement. Merci encore d'avoir partagé ces quelques instants avec moi, je vous dis à bientôt, et bien à tous. Finalement, je le redis, j'espère vraiment que Honda finira par distribuer en France la version Roadster, qui a un look un petit peu néo-rétro, qui partage une mécanique similaire, donc toujours une base de moteur d'Africa Twin. Je pense qu'elle pourrait trouver un public en France.